Dans quel contexte sont nées les écoles des devoirs? Quelle en était la philosophie initiale et son évolution? Alors, les premières écoles de devoirs sont nées fin des années 60, début des années 70, et avaient comme philosophie un travail d'éducation permanente et de développement communautaire des quartiers. Alors, les années 70 sont des années un peu particulières. Nous venons de vivre mai 68 en France et la contestation du système d'enseignement. Système qui va être étudié notamment par Bourdieu, qui dans son livre La reproduction insiste sur le rôle que remplit l'école dans la reproduction sociale. Outre cette remise en question de l'enseignement, les années 70 sont aussi le moment de l'immigration et du regroupement familial. Donc on va voir arriver dans les écoles des enfants qui ont été ou n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine, dont la langue française n'est pas la langue maternelle, et des enseignants qui n'ont pas été formés à accueillir ce public. Les années 70 en région bruxelloise aussi, ce sont des périodes de grands travaux qui vont mettre en difficulté ces populations, notamment par rapport à la question du logement. Donc, c'est les grands travaux dans le quartier nord, ce sont les grands travaux liés au métro. Et très rapidement, les associations, puisque envisageant leur travail dans l'éducation permanente et dans le développement communautaire de quartier, vont s'emparer de l'ensemble de ces questions. Question de l'apprentissage de la langue pour les enfants, pour les adultes, question du logement, question des droits des immigrés. Et je dirais que c'est vraiment un des éléments qui va porter le développement du secteur. Et pour illustrer ça, de voir qu'en fait les premiers fondateurs d'écoles de devoirs étaient soit des personnes issues des différentes populations immigrées ou des étudiants de l'enseignement supérieur qui contestaient ce rôle reproducteur de l'école et voulaient à leur manière contribuer à la réussite et au développement, je dirais, intellectuel de ces populations et de ces enfants des différents quartiers touchés par ces problématiques. 1970 aussi, prémisse de la crise, crise de l'emploi, donc se dessine déjà la problématique qui aujourd'hui est cruciale du nombre de la population sans emploi, de la difficulté d'accéder à un emploi, et qui explique l'ancrage fort des pouvoirs publics dans l'école, la réussite scolaire, etc. Alors, les années 80 vont voir le secteur poursuivre son développement, mais le contexte va se préciser davantage. Donc les années 80 sont les années de montée de l'extrême droite, où le mouvement des écoles de devoirs va rejoindre le mouvement qui visait à octroyer les droits politiques aux populations d'origine immigrée. Les années 80 sont également les années des premiers gouvernements ayant pris des mesures de diminution des dépenses de l'État, et notamment dans l'enseignement. Et ce sont les années qui ont vu d'ailleurs des grandes manifestations d'enseignants qui ont d'ailleurs été rejointes par le mouvement des écoles de devoirs à l'époque. Et les années 80, c'est aussi le début du passage progressif de l'État-providence vers l'État social actif, avec des conséquences sur le travail social mené dans les écoles de devoirs, puisque des missions vont nous être déléguées par les pouvoirs subsidiants pour répondre à une série de problématiques, dont la problématique de l'échec scolaire.
Alors les années 90 sont les années des premières émeutes de jeunes dans les quartiers bruxellois qui viennent avec force nous rappeler que cette population d'enfants accueillis dans les années 70 n'a pas été accueillie dans le sens où on n'avait pas prévu réellement une politique d'accueil de ces enfants et de ces jeunes sur notre territoire. Ils ont été à l'école, ils n'ont pas nécessairement réussi, ils sont en difficulté, ils ont été à l'école, ils ne trouvent pas d'emploi. Et donc, elles viennent illustrer en fait cette insuffisance de prise en charge pendant les décennies précédentes. Et la réponse qui va être apportée va être d'abord une réponse d'ordre sécuritaire, puisque aux émeutes vont apparaître les contrats de sécurité avec leur volet de prévention et dans la foulée, les politiques de cohabitation et d'intégration, les politiques d'été jeune pour s'occuper des jeunes pendant l'été, politiques qui vont avoir des répercussions également sur le secteur des écoles de devoirs, puisqu'aujourd'hui nous avons des écoles de devoirs qui se développent dans des services de prévention financés dans le cadre du contrat de sécurité. Alors, cette double orientation des écoles de devoirs entre accueil, éducation permanente et prise en charge progressive de la question scolaire vont quelque part se cristalliser dans les années 2000, puisque 2 décrets en 2004 vont être votés. Le premier, en communauté française, concerne la reconnaissance des écoles de devoirs. Un décret qui ancre les écoles de devoirs dans l'accueil extrascolaire et dans cette philosophie d'éducation permanente et de développement communautaire de quartier. Et la politique, le décret de cohésion sociale en région bruxelloise, qui dès le premier quinquennat va mettre en priorité la question du soutien scolaire, sans nécessairement en définir les objectifs, les moyens et les indicateurs de réussite. Et c'est aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve la majorité des écoles de devoirs en région bruxelloise. La plupart, en effet, sont à la fois reconnues, financées par le décret de reconnaissance des écoles de devoirs en communauté française, qui pose une série d'exigences en termes d'accueil de l'enfant, et non pas de l'élève, j'insiste sur le terme, donc l'accueil de l'enfant et de sa famille, autour de la question de la scolarité, certes, et un décret de cohésion sociale qui fixe une priorité de soutien scolaire, qui surfe davantage, selon nous, sur un paradigme de plus en plus présent, qui est réussir l'école, c'est réussir sa vie, versus rater l'école, c'est rater sa vie, c'est ne pas trouver d'emploi, c'est ne pas s'intégrer dans la société. Et donc, les écoles de devoirs aujourd'hui sont prises dans cette tension entre accueillir l'enfant après l'école ou aider scolairement un élève après l'école. Aujourd'hui, les écoles de devoirs ont affaire à une demande qui excède l'offre. Comment gérez-vous ce problème? Des priorités sont-elles définies? Si oui, quelles en sont les incidences? Alors effectivement, les écoles de devoirs au jour d'aujourd'hui, donc au mois de novembre, sont complètes et il devient très difficile à un parent qui souhaiterait inscrire son enfant, un jeune, d'encore trouver de la place, quelles que soient les écoles de devoirs, quelles que soient les communes concernées. Alors il faut savoir que le décret d'école de devoirs, au départ, fixe 2 priorités. Une première priorité concerne les enfants qui sont issus de familles dont la langue française n'est pas la langue de la maison, n'est pas la langue maternelle. Et une deuxième priorité aux enfants qui vivent dans un environnement familial qui ne leur permet pas de trouver l'espace, le temps, l'accompagnement, les outils nécessaires pour réaliser leurs travaux scolaires à domicile.
Donc ça, ce sont deux priorités qui sont définies par le décret de reconnaissance des écoles de devoir. Le décret de cohésion sociale et sa priorité de soutien scolaire, lui, ne définit pas de priorité. À ces priorités s'ajoutent, et je dirais de manière prioritaire, d'autres éléments qui vont faire qu'un enfant va pouvoir ou non s'inscrire dans une école de devoir. Ces priorités sont directement à mettre en lien soit avec la position institutionnelle de l'association, soit avec la situation de saturation. Donc certaines écoles de devoir, organisées par les pouvoirs publics, vont de facto donner une priorité aux enfants et aux jeunes qui résident dans la commune, au mieux qui sont scolarisés dans la commune. Pour les autres, qui mettent aussi en avant cette priorité, d'autres priorités peuvent exister. D'abord, des priorités liées à une inscription préalable, donc des associations donnent priorité aux enfants et aux jeunes déjà inscrits dans le projet l'année d'avant, ou vont donner une priorité aux petits frères et aux petites sœurs. Ensuite, une série de priorités vont être accordées aux enfants et aux jeunes qui rencontrent des caractéristiques scolaires particulières. On va donc donner priorité aux enfants qui ont des devoirs. On va donner priorité aux enfants qui sont en difficulté scolaire. Alors, ces priorités qui ont émergé avec la saturation progressive des écoles de devoir posent une série de difficultés. Et ces difficultés sont bien tangibles quand on est en contact avec des parents qui, en cours d'année, nous demandent de trouver une école de devoir pour leur enfant. Difficultés pour les enfants qui vivent dans des familles séparées, recomposées, puisque le lieu de résidence peut changer selon qu'ils sont chez leur papa, qu'ils sont chez leur maman. Difficultés liées aussi au lieu de scolarisation. On a de plus en plus de familles qui souhaitent inscrire leurs enfants dans les écoles de la deuxième couronne, parce qu'elles ont une réputation meilleure que celle du quartier. Et donc là va se poser la question du trajet. L'enfant va arriver trop tard pour arriver dans l'école de devoir de son quartier, puisqu'on impose d'être là à une certaine heure, et ne va pas nécessairement trouver une place dans une école de devoir proche de son école, soit qu'il n'y ait pas d'école de devoir, soit que l'école de devoir exige le fait de résider dans la commune pour donner l'accès à l'école de devoir. Mais cette situation de saturation va aussi poser un gros problème quand des situations particulières, des situations d'urgence se posent à un enfant ou à une famille en cours d'année. Une situation qui peut être liée à des problèmes de santé dans la famille, à des problèmes de déménagement, à des problèmes de séparation. Et donc, cette famille qui à un moment donné est fragilisée, cette fragilité qui peut avoir des effets sur la réussite scolaire à un moment donné pour un enfant qui n'en rencontrait pas particulièrement, vont avoir énormément de difficultés d'être prises en charge au moment où la situation devrait leur permettre en fait de trouver une place en école de devoir. Ce sera aussi la situation pour les familles primo-arrivantes. Les personnes n'émigrent pas durant les grandes vacances et donc ne sont pas nécessairement là pour inscrire leur enfant au 1er septembre. Donc nous rencontrons une difficulté pour trouver une place pour ces enfants primo-arrivants qui arrivent en cours d'année. À la difficulté de trouver une école s'ajoute pour eux la difficulté de trouver un lieu où les enfants et les jeunes puissent être accompagnés au niveau scolaire, mais surtout puissent apprendre, puissent vivre la langue française et puissent découvrir le nouvel environnement de vie. Donc effectivement,
Au mois de novembre, nous sommes davantage dans ce qu'on pourrait appeler le bricolage pour essayer de trouver des places en école de devoir pour des parents excessivement anxieux par rapport à la réussite de leur enfant et qui se sentent très démunis par rapport à cet accompagnement. Ces questions d'urgence qui vraiment sont un obstacle pour trouver une place en école de devoir, on a deux publics qui sont particulièrement mis en difficulté dans le contexte actuel. Le premier public, ce sont les enfants qui sont issus d'écoles qui respectent le décret sur la limitation des travaux scolaires à domicile et qui n'ont pas de devoir. Comme si le devoir était la première porte d'entrée en école de devoir et que si sans devoir, on ne pouvait pas travailler l'accompagnement scolaire d'un enfant. Donc les enfants qui n'ont pas de devoir trouvent difficilement une place en école de devoir. À ce public d'enfants qui n'ont pas ou peu de devoirs s'ajoute un autre public particulièrement fragilisé, c'est le public des enfants qui très tôt sont réorientés vers l'enseignement spécialisé. Un enseignement qui très souvent ne donne pas de devoirs, mais un enseignement aussi face auquel les animateurs, les équipes d'école de devoirs se sont démunis. Et donc ce sont des enfants qui ne seront pas accueillis parce que pas de devoirs et parce que nécessitant, d'après les équipes, un accompagnement spécifique qu'elles ne pourraient pas leur offrir. Un dernier élément qu'il est important de soulever, c'est qu'à partir du moment où on centre son accueil sur l'enfant qui a un devoir, qui est en difficulté scolaire, se pose aussi une question pour les enfants qui sont le moins réguliers à l'école de devoir. Un enfant qui ne viendrait pas régulièrement comme ça lui serait demandé, serait de facto rapidement désinscrit de l'école de devoir au profit d'un autre qui serait en liste d'attente. Ce faisant, on met dehors, on exclut de la possibilité de l'accompagnement des enfants et des jeunes qui sont peut-être parmi ceux qui sont les plus fragilisés par rapport à la scolarité dans leur parcours d'élèves. Ne serait-il pas plus adéquat que les écoles mettent en place de la remédiation immédiate plutôt que de devoir multiplier les écoles des devoirs ? Effectivement, il nous paraît essentiel que les difficultés des enfants puissent être repérées dès qu'elles apparaissent et que la remédiation se passe dans l'école. Et ce, pour deux raisons. En premier, l'école, du moins l'enseignement étant obligatoire et la plupart des enfants passant par l'école, c'est le lieu où on pourrait toucher l'ensemble des enfants. En second, il nous paraît opportun de remettre la remédiation à l'école, puisque l'école est le lieu où travaillent des professionnels de l'enseignement qui sont le mieux outillés, le mieux formés pour accompagner l'enfant dans une difficulté qui devrait rester passagère. Mais plus fondamentalement, il nous semble que le système scolaire devrait s'interroger sur le rythme des apprentissages de l'enfant, devrait s'interroger sur la place donnée à l'erreur de l'enfant, devrait s'interroger sur comment apprendre à apprendre aux enfants et sur la place de plus en plus importante donnée aux évaluations certificatives au détriment des apprentissages de base. Alors les écoles de devoir, dans la situation actuelle, sont prises dans une pression énorme entre l'attente de l'école qui externalise cette remédiation et l'attente des parents qui demandent qu'on fasse réussir leur enfant. Alors que
les écoles de devoir ne sont pas le premier lieu d'enseignement des enfants et des jeunes. Le décret des écoles de devoir, qui a été voté en avril 2004, précisait dans la mission 1 des écoles de devoir le développement intellectuel, notamment par l'aide aux devoirs et la remédiation. Et dans les rectifications apportées par les modifications, nous avons souhaité que ce terme de remédiation disparaisse du décret. Non pas pour ne plus faire de la remédiation en école de devoir, parce que de facto, vu le public touché en école de devoir, nous faisons de la remédiation, mais pour dire que ce n'est pas le lieu de la remédiation. Donc, institutionnellement, l'école de devoir n'est pas le lieu de la remédiation. Cette remédiation doit trouver pleinement sa place au niveau des établissements scolaires. Remettre la remédiation à l'école aurait des conséquences positives sur le travail même des écoles de devoir qui ont vu leur projet évoluer sous la pression de cette demande de remédiation et de réussite. Aujourd'hui, on constate que les enfants sont davantage suivis en individuel que dans des projets collectifs en école de devoir, alors que le projet initial des écoles de devoir visait à proposer de manière collective un travail autour des apprentissages, pas uniquement les apprentissages scolaires, travail collectif, de groupe, persuadé qu'on apprend les uns des autres, que les enfants ont des compétences, les jeunes ont des compétences, les animateurs ont des compétences, et que chacun, dans un projet collectif, peut mobiliser ses compétences pour avancer dans la compréhension de son environnement, dans l'ouverture au monde. Et que ce projet qui était important pour les écoles de devoir au départ est aujourd'hui mis à mal par la multiplication de ces temps individuels de remédiation qui nous sont demandés. La logique de quasi-marché scolaire en œuvre dans les écoles crée de la dualité. Cette dualité n'est-elle pas aujourd'hui encore plus forte en matière de remédiation extrascolaire ? À côté des écoles des devoirs, il fleurit une offre de remédiation scolaire privée. Que faut-il en penser ? Alors effectivement, nous vivons actuellement face à un système scolaire dual et les parents des enfants qu'on accueille en école de devoir en sont bien conscients. Ils veulent le meilleur pour leur enfant et donc ils veulent une bonne école. Et derrière ce terme de bonne école qu'ils utilisent très régulièrement, se cachent en fait des écoles de la compétition, des écoles de la méritocratie où le meilleur arrive et celui qui a des difficultés n'est peu ou pas accompagné dans ses difficultés. Donc on a des écoles entonnoirs inversées où on a énormément de classes en début du secondaire, quelques classes en fin de parcours. Donc ce sont des écoles qui, petit à petit, ont réorienté, ont écrémé, le plus souvent pour le bien de l'enfant, parce que vers une école avec un niveau plus adapté. On explique tout ça aux parents de manière très habile. Et des écoles qui voient arriver des enfants qui ont déjà un parcours d'échecs, de redoublement, des enfants qui ont perdu confiance en eux, qui ont une très faible estime d'eux-mêmes dans les compétences à réussir l'école. Et donc oui, on a vraiment un système dual d'enseignement, et particulièrement, je pense, en région bruxelloise. Alors la région bruxelloise, aujourd'hui, elle vit un contexte particulier, puisque nous sommes en plein boom démographique. Donc cette course à la bonne école, elle est encore plus difficile, puisque on commence à manquer de place.
notamment dans ces écoles recherchées par les parents. Alors il est évident que face à cette école qui produit de l'échec, qui produit de l'exclusion aussi, on a une dualité des systèmes de remédiation proposés à l'extérieur de l'école. Des systèmes qui vont varier selon que le parent dispose ou non de moyens financiers. Donc, à côté des écoles de devoir dont on parle aujourd'hui, il y a pléthore d'initiatives privées, payantes. On parle de coaching scolaire, on organise des stages pour préparer les examens, des cours particuliers à domicile. Ensemble de solutions offertes à tous les parents, mais qui, de facto, ne sont offertes qu'aux parents qui ont les moyens financiers à investir dans cette offre. Il faut savoir que souvent, quand les parents nous téléphonent dans la recherche d'une école de devoir, leur premier choix n'est pas celui d'une école de devoir. Ils recherchent des cours particuliers, ils recherchent idéalement des cours particuliers à domicile, et la réponse collective offerte par l'école de devoir n'est pas toujours de leur choix, leur premier choix. Et donc, on peut clairement dire aujourd'hui qu'à la dualité de l'enseignement correspond une dualité de l'offre d'accompagnement scolaire hors de l'école, et que cette dualité se base essentiellement sur les ressources financières des familles. Mais cette approche, cette définition qu'on donne de bonne école, de mauvaise école, les écoles poubelles dont on a souvent entendu parler, est aujourd'hui en train de se reproduire au niveau de l'offre de soutien scolaire hors école. On entend les parents parler de bonne et de mauvaise école de devoir. La bonne école de devoir, c'est l'école de devoir où le devoir sera fait, terminé, corrigé, où on donnera des exercices supplémentaires aux enfants. Donc, par rapport à cette situation, il y a tout un travail à faire auprès des parents pour les amener à comprendre et à démonter progressivement ce qu'ils mettent derrière ces notions de bonne école de devoir, pour revenir davantage à des éléments qui puissent les soutenir dans l'accompagnement de leur enfant de manière globale, leur enfant élève, et pour décrisper ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, à savoir une angoisse excessive des parents par rapport à la réussite scolaire, angoisse qu'ils imposent quelque part à leur enfant et qui peut paralyser en fait la réussite de leur enfant. Alors je dirais que la situation actuelle, mais qu'est-ce qu'elle nous illustre ? Elle nous illustre l'excessive imagination des marchés qui se sont emparés de la question scolaire. Et on peut dire aujourd'hui que l'échec scolaire et la réussite scolaire constituent un réel marché.